Tu écoutes le 2e épisode de Doula Talk, la chronique qui sort 2 fois par mois sur mon podcast La Mamatech et durant laquelle je vais interviewer une doula de Toulouse et de ses environs. J'ai à cœur de donner la parole aux doulas car c'est un métier que j'adore, qui me passionne et pour lequel je suis actuellement en train de me former à l'école Quantique Doula. C'est aussi une opportunité pour toi de trouver la doula qui te correspond, avec laquelle tu vibres et dont les valeurs font écho aux tiennes et à ton couple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense joie de recevoir Cécile alias Esprit d'Île Doulacile. Alors Cécile, c'est avant tout une grande amie, puis c'est devenu ma doula et elle m'a accompagnée durant ma grossesse et mon accouchement pour ma fille cadette. Alors c'est d'autant plus émouvant de l'avoir reçue pour cet épisode. Si je devais décrire Cécile, je dirais que Cécile c'est une femme avec une grande douceur et une grande foi en les capacités qui sont en chacune des femmes qui sont sur le point d'accoucher. Et c'est la Sherpa qu'on rêve d'avoir pour pouvoir envisager l'ascension du sommet de la naissance. Donc voilà, j'en dis pas plus et je te laisse découvrir cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman 2 fois et je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il. Surtout parce que j'aime motiver, donner du grain à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Coucou Cécile. Alors pour toi, une doula, c'est quoi? Alors, j'ai réfléchi à la question. Et ma première réponse, c'était de dire c'est une femme. Et puis, je me suis dit, ben non, en fait, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec ou sans enfant. Pour moi, une doula, c'est une personne qui est suffisamment sensible ou à l'écoute de ce qui se passe pour une femme enceinte, de ce qui se passe pour un couple qui attend un bébé, pour leur ouvrir une porte vers ce qu'ils ne savent pas. Comme ça, c'est ma première réflexion. J'imagine qu'il faudrait que je puisse compléter, mais là, comme ça, c'est ce qui me vient. C'est très joli, ça me parle beaucoup, alors d'autant plus que tu as été ma doula. Donc, qu'on se retrouve aujourd'hui dans mon salon, ce soir, à la lumière de la même lampe qui nous a éclairé le soir de l'accouchement de ma fille cadette. Donc, ouais, je trouve que ça te définit très très bien. Comment est-ce que, comment dire? Attends, parce qu'il y a tellement de questions là qui vont se bousculer. Toi, c'est dans ce cadre-là que tu exerces aujourd'hui en tant que doula. Comment est-ce que tu peux définir un petit peu ton activité de doula aujourd'hui? Comment ça se... Dis-nous tout. Alors, je pratique pas au quotidien, parce que mon quotidien me le permet pas, parce que j'ai une petite fille que je peux pas facilement faire garder, mais ma pratique, elle est beaucoup, si j'ai à le faire, basée sur la préparation à l'accouchement. Et bien entendu, j'adore être présente à l'accouchement. Je suis moins calée en termes de postpartum. Ça, s'il y avait quelqu'un qui pourrait être ma doula en postpartum, ce serait bien toi. Donc je pratique peu, bien que passionnée, parce que ce qui me pose problème dans mon métier, c'est de pas forcer les femmes à les confronter à ce qu'elles jugent peut-être inutile ou pas nécessaire. Et ce dont je rêverais, c'est que les femmes soient suffisamment curieuses lorsqu'elles sont enceintes pour questionner et se dire mais qu'est-ce que c'est au juste que je ne sais pas? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre que
je ne sais pas. Et moi, mon rôle étant de ne pas les forcer, je ne peux être que dans l'accueil de quelqu'un qui serait curieux de se découvrir. Mais si j'avais un message à passer à ces femmes, ce serait, si vous aviez à gravir le Kilimandjaro, admettons, vous avez la volonté, vous avez la force physique, vous sentez que vous pouvez le faire. Ça retire en rien votre confiance en vous, votre capacité. Par contre, se renseigner sur l'altitude, sur la respiration, sur la meilleure tente ou le meilleur duvet adapté pour dormir dans le froid, quoi faire en cas de douleur aux pieds, etc. Et bien, ça retire rien à votre volonté. Mais par contre, vous serez renseigné avant de vous lancer dans l'aventure. Et ce que je trouve dommageable auprès des femmes qui ne savent pas combien une doula peut leur être utile, c'est justement ça, qu'elles soient pas curieuses au point qu'après leur accouchement, beaucoup de femmes, on entend déjà beaucoup de témoignages de femmes qui disent « si seulement j'avais su, j'aurais tellement voulu qu'on me dise que, j'aurais tellement aimé savoir que ». Et secrètement, j'ai comme un regret pour elles parce que je me dis « mais en fait, vous pouviez savoir, mais vous avez pas jugé bon ou c'était pas le bon moment pour vous, ou vous aviez besoin d'expérimenter votre première naissance ». Pour vous rendre compte qu'à la deuxième, vous voudriez des choses différentes. Et beaucoup de femmes, quand je leur ai parlé du fait que j'étais doula, me disent « Ah, pour mon premier, bon, je vais rester avec l'hôpital, mais pour mon deuxième, je pense que j'y songerai. » Et je me dis « Mais pourquoi dès le premier, pourquoi sacrifier le premier à une expérience qui potentiellement pourrait être négative ?» Et j'ai réfléchi et je me suis dit « Ben, parce que vous avez confiance en le système médical. » Mais c'est tout à votre honneur et votre droit, et il n'y a aucun souci avec ça, et je tiens à rappeler que les doulas sont là, y compris pour accoucher en hôpital, y compris. Il se trouve que le système français est un petit peu difficile parce qu'il accepte peu la présence de personnes nombreuses dans l'hôpital. Il y a soit votre partenaire, soit votre doula, soit votre sage-femme. Donc c'est là que les choix sont difficiles, et c'est pour ça que les femmes qui tiennent à avoir un accouchement respectés, souvent font le choix d'avoir un accouchement à domicile. Mais si les choses s'ouvraient autrement dans les hôpitaux, c'est mon cas vu ma formation depuis l'Australie, où les femmes peuvent avoir leur partenaire, leur photographe, leur doula, leur sage-femme. C'est pas tous les hôpitaux, attention, je suis pas en train d'idéaliser l'Australie, mais attention parce qu'il y a beaucoup de femmes du coup là qui vont partir en Australie après. C'est ça. Donc voilà, soyez curieuse. Alors je trouve ça très joli ce que tu dis. Cette comparaison avec une ascension. Du coup, la doula serait un peu le Sherpa en fait qui nous accompagne et qui nous permet de finalement de faire face à toute situation, parce qu'on sait que la montagne ça peut tout peut changer d'un instant à l'autre. Ça peut être grand bleu et puis d'un coup c'est la tempête, etc. Donc effectivement être bien accompagné, avoir la personne qui nous apporte des réponses, etc., et qui nous donne confiance en notre capacité à monter, à gravir en fait cette montagne, c'est super important. Toi, ton parcours de doula, comment est-ce que ça t'est venu? Parce qu'on sent quand même que t'es passionnée, que ça vient du fond de tes entrailles. C'est quoi un petit peu ton histoire par rapport à comment est-ce que ce métier est arrivé dans ta vie? C'est quoi cette approche? D'où ça vient? On est curieux. Ah, merci de poser la question, parce qu'effectivement, c'est absolument fabuleux cette découverte. Je suis à l'origine instite, et voilà, j'ai eu le plaisir de partir en Australie pour enseigner là-bas. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que j'avais besoin de me retrouver avec moi, parce que je sentais que l'enseignement, c'était plus tout à fait pour moi. Et je suis partie 6 jours au milieu de la forêt, dans un petit cottage tout mignon, où je me suis accordée de finir les bouquins que j'avais commencés, de faire du yoga, de faire des promenades dans la forêt. Et en faisant ce yoga, j'écoutais une musique que ma maman écoutait à ma naissance. Et je me suis rappelé de combien elle disait que son accouchement, ma naissance, s'était super bien passé.
Et j'ai perdu ma maman il y a quelques années et j'avais comme une évidence qui m'est tombée ce jour-là pendant que je faisais du yoga en me disant mais c'est ça, il faut que je fasse quelque chose à propos de la naissance. J'ai toujours eu des discours positifs à propos de la naissance. Pourquoi je ferais pas quelque chose dans ce domaine? Donc j'ai pensé sage-femme, puis j'ai pensé études. Ça m'a dissuadée. et en fait, je me suis dit, j'avais une amie qui vivait aux États-Unis qui m'avait parlé de doula. J'en avais pas retenu le fond, je crois que j'avais juste le mot. J'ai tapé par hasard doula à côté de la ville où j'habitais. Et puis il y avait justement un cours, un quart d'heure de là. Et justement, j'ai eu un 80% dans l'école dans laquelle je bossais. Et justement, j'étais libre pour étudier. Et voilà, ça m'a passionnée. J'ai rencontré des femmes doula fabuleuses. C'est un monde tellement fabuleux. Et donc t'as commencé à être doula en Australie, puis après tu es arrivée en France, et après tu as eu ta première fille, c'est ça? C'est ça. Doula en Australie, je l'ai été. Et puis je me suis dit, c'était il y a combien de temps maintenant? C'était en 2015. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour rentrer en France et faire connaître ça? Personne en France ne connaîtra le monde des doulas, c'est pas possible, on est trop traditionnel en France, on n'a pas confiance en ce que nos corps fonctionnent bien, etc. Et donc j'ai suivi une formation de massage pour notamment masser les femmes enceintes, et je me suis dit, en les massant, peut-être, est-ce que je pourrais semer une petite graine et leur faire savoir que le monde des doulas existe. Et puis, surprise, le monde des doulas se développe. Je crois que cette année-là, à mon retour, il y a les doulas de France qui se sont mises en place, et puis je crois qu'il y a une autre école maintenant. Et je suis ravie de voir que l'intérêt des femmes se décuple, et vraiment... Et alors du coup, ça fait partie de ta spécialité, les massages, parce que bon, déjà d'une part, je connais tes massages absolument fabuleux, donc je peux témoigner, et en étant enceinte et en n'étant pas enceinte d'ailleurs. Donc on pourrait dire que ça fait partie de ta spécialité, mais c'est notamment aujourd'hui ton cœur d'activité, c'est le massage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce massage spécifique quand même que tu pratiques? Mon massage, c'est un massage hawaïen qui s'appelle le Kauna et qui se pratique avec de l'huile de coco qui vous enveloppe, et moi j'ai des gestes assez dansants et enveloppants, et pendant 1 heure ou 1 heure et demie selon les séances que vous choisissez, mais vous avez un massage très enveloppant. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le donner, et c'est un massage qui est adapté notamment aux femmes enceintes et dès les premières semaines de votre grossesse, etc. Voilà, c'est très respectueux de votre grossesse. C'est juste un moment pour développer de l'ocytocine et vous sentir bien. Voilà. Mais alors du coup, quand je dis que ça fait partie de ta spécialité, c'est que tu peux masser la femme enceinte et notamment autour de l'accouchement, etc. Parce qu'on a quand même besoin de ce contact. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait énormément de bien. Alors après, chaque grossesse et chaque accouchement est différent, mais avoir une personne qui peut comme ça prendre soin de nous, qui a les bons gestes, etc., ça fait quand même partie des choses qui vont favoriser, on va dire, une ascension optimale pour le mont Kilimandjaro. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même super important. Tu parlais tout à l'heure d'un message à passer aux mamans. Est-ce que tu pourrais approfondir ça? Parce que je sens qu'il y a des choses à dire. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre davantage là dans cet épisode si tu devais t'adresser à une maman, à un couple qui attend un enfant et qui s'apprête à donner naissance? Alors la première chose, bien se rappeler qu'une doula n'est pas une sage-femme et que on a une approche pratico-pratique, une approche spirituelle d'une certaine façon aussi, une approche qui permet aux parents de prendre conscience de combien ils sont capables et de combien ils ont la force en eux, et qu'en fait rien n'a besoin d'être fait pour eux. Le métier de doula, il est voué à disparaître en fait, alors qu'on parle de son évolution et de ce que ça se développe. L'idéal du métier de doula, c'est de ne rien avoir à faire. Par contre, si on considère que ce métier existe,
qu'on peut lui donner un peu de crédibilité, j'entends. Se dire que se préparer, ça peut être se préparer à toutes sortes d'enfantements. Souvent est associé au doula peut-être le souhait d'accoucher à la maison seulement. Et associé au mot doula le fait d'accoucher par voie basse sans péridurale, qu'il n'y ait pas de césarienne, qu'il n'y ait pas d'hôpital, etc. Mais le principal rôle de la doula serait de préparer ces personnes, les femmes comme les couples, à ce que toute éventualité peut arriver. Bien sûr, on peut avoir un idéal d'accouchement. C'est tant mieux qu'on se tienne à cette idée. Mais il faudrait pouvoir s'assurer qu'on a fait face à toutes les autres options. Donc moi, quand je prépare les femmes à leur accouchement, j'aime bien envisager la césarienne. J'aime bien envisager la péridurale. Parce que beaucoup de femmes qui ont eu prévu un projet de naissance et qui ont été déçues peuvent rapporter aujourd'hui et dire « Ah bah ouais, mais moi j'avais mon idéal et puis tout a été flanqué en l'air parce que j'ai accouché prématurément, parce qu'au contraire j'étais après terme, parce que les médecins ont dit que je mettais mon bébé en danger, donc elles ont été prises par la culpabilité. » C'est complètement légitime parce que la pression est telle que il y a des décisions qu'on prend en se disant c'est la plus sage finalement. Mais si vous vous préparez à l'ensemble des possibilités, alors vous pouvez vous concentrer sur votre idéal. Je donne un exemple. Imaginons une césarienne. Oh non, moi j'ai pas envie d'imaginer une césarienne, j'accoucherai jamais comme ça. Bon, malheureusement, imaginons que ça puisse arriver. Et que vous soyez préparé au fait que vous avez le droit de demander à avoir un joug contre joug avec votre bébé. Imaginez vous ayez eu préparé cette éventualité et dire je veux pouvoir qu'on manipule mon bébé de telle sorte que il ait la sensation d'être pressé comme à la sortie du vagin. Imaginez que vous ayez pensé à la césarienne et que vous vous disiez oui il y a tout le mucus, je voudrais que mon enfant il puisse l'avoir sur lui, qu'on puisse l'embadigeonner, etc. parce que c'est bon pour tous les microbiotes, etc. à développer. Voilà, vous direz ok, j'ai pas vécu ma césarienne que comme quelque chose de subi, je peux aussi avoir préparé. Je vais vous donner rapidement l'exemple de la première femme pour laquelle on pensait qu'elle accoucherait naturellement et elle a dû faire appel à la césarienne. Et elle s'est accordée, une fois l'annonce de la césarienne, je lui ai dit est-ce que tu peux prendre le temps de fermer les yeux et de voir ce qui est important pour toi, là, à l'instant même. Elle a pris le temps de prévenir son bébé. Alors pour beaucoup, vous direz bébé, il n'a pas conscience, il n'est pas conscient. Si, vous pouvez prévenir votre bébé, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire voilà ce qui va se passer, il va y avoir une césarienne, tu vas sortir différemment de ce qu'on avait imaginé, etc. Vous pouvez prévenir vos cellules que votre corps va être manipulé autrement que ce que vous aviez prévu. Et en l'occurrence, cette femme fabuleuse, elle s'est sortie de son petit état de relaxation et elle a dit je vais appeler mes parents. Elle avait besoin d'appeler ses parents, peut-être avait-elle la sensation qu'elle allait mourir, peut-être avait-elle besoin du conseil de ses parents. N'empêche qu'elle s'est accordée ces quelques minutes. Et ce que je voudrais passer comme message, quelle que soit l'intervention, que ce soit une césarienne, une péridurale, une intervention, prenez le temps de dire aux gens qui vous les imposent, je mets ça entre guillemets, il y a des gens qui font ça très bien, d'autres qui les imposent vraiment, de dire j'aimerais du temps de réflexion. Et parfois, 1 minute ou 2, c'est du temps de réflexion, mais ça vous approprie ce qui va se passer. Je crois que c'est l'un de mes messages. Ouais, c'est très beau. C'est puissant. Je pense que on dit prévoir c'est régner. Finalement, c'est ce qui me vient en t'écoutant. Effectivement, se préparer à toutes les éventualités, c'est pas ça peut être précieux, ça peut être riche et ça peut permettre justement de se dire effectivement là dans ce genre de cas en fait ce que je trouve qui est c'est très subtil parce qu'en fait il y a un côté de nous qui se dit non, faut pas que je mette le verre dans le fruit, faut pas que je doute et il faut que je reste ancré et aligné avec mon projet. Et en même temps, il y a cette espèce de réalité en fait, la réalité qui fait que on ne sait pas.
Voilà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, mais tout peut basculer. Et je pense qu'effectivement, avoir cette espèce de souplesse, en fait. Moi, je dirais que c'est une forme de souplesse, d'être capable de s'adapter un petit peu, et de faire d'un moment qui peut être très très dur parce que finalement complètement à l'opposé de ce qu'on voulait, mais réussir à en faire quelque chose de beau, réussir à le sacraliser, réussir à se le réapproprier, très puissant. Et effectivement, je vois très bien en quoi est-ce que la doula va pouvoir transmettre en fait ce message, que la sage-femme ne pourra pas nécessairement, notamment faute de temps, hein, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'évoque pas souvent, mais sur les sages-femmes, elles n'ont pas le temps de rentrer dans cet aspect géré psychologique, etc., de préparation mentale. Donc la doula, elle est là pour justement pouvoir pallier, et c'est en ça qu'en fait c'est extrêmement complémentaire. Hein. C'est avoir une doula et une sage-femme, c'est extrêmement complémentaire. Il s'agit pas de choisir entre les deux, mais effectivement, tout ce que tu dis, j'adhère, et je trouve ça très précieux. Il y a une chose que je t'ai entendu dire un jour et que j'aimerais que tu approfondisses aujourd'hui. tu savais? Ah, alors attends, vas-y, dis-moi avant et après on abordera ce sujet. En fait, concernant ce dont on vient de parler à l'instant, ce qui vient de me paraître une évidence, c'est la notion de faire face à ses peurs. Et en fait, c'est ça, une doula. C'est être sûr de pas juste vous laisser dans votre idéal et dans votre peut-être dans votre illusion. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut être très sûr de soi, et tant mieux, hein, très sûr de son corps, très sûr de bébé, etc. Mais on peut aussi faire un peu l'autruche. Et c'est-à-dire, on peut ne pas faire face à ce à quoi la naissance peut nous confronter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dû aux hormones, dû à la situation, dû au stress, dû à plein de choses, peuvent monter, émerger en vous des peurs que vous n'aviez peut-être pas soupçonnées. Et ce qui est beau avec la doula, c'est de se dire on peut s'accorder quelques séances, plusieurs séances pour sentir vibrer ce qui se passe en nous et sentir qu'en fait, on a des peurs. Et la première évidente, c'est la mort. Et cette mort-là, que ce soit celle de notre bébé ou la nôtre, d'une certaine façon, il faut y faire face. Alors, bien sûr, on ne peut que l'imaginer, mais se dire, est-ce que c'est une peur intrinsèque qui fait que si se présente cette éventualité, alors je baisserai les bras, non, je n'accoucherai pas naturellement, oui, je m'en remettrai au médecin, oui, j'écouterai tous les conseils, etc. Et l'une des choses que les doulas vous diront certainement toutes, et même bien les sages-femmes, c'est qu'il y a une petite phase, hein, qui n'est pas si petite que ça, qu'on appelle la phase de désespérance. Et cette phase, que ce soit la femme qui accouche, ou le partenaire qui assiste, ou la doula, etc., on la reconnaît à ce que les femmes disent assez clairement, je vais mourir, c'est pas la peine, je ne vais pas accoucher, ça n'arrivera pas, je ne suis pas capable, je vais mourir. Et ce moment-là, c'est à peu près à 10 minutes de voir la tête de votre bébé sortir. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez le plus peur, souvent, vous faites appel à la péridurale. Alors que, inspirez, surfez avec la vague, sentez comment les choses se passent en vous, faites-les vibrer, et alors votre bébé naît. Mais si tout ça, on l'envisage pas, on n'y fait pas face en s'y préparant, comme on préparait une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, à un moment donné, je connais pas mon texte, je le répète. Bien sûr, on peut laisser la place au hasard. Mais, pour de vrai, on peut répéter quelques exercices, quelques positionnements, quelques scènes un peu d'aplomb, pour recadrer les 2-3 personnes qui viendraient nous emmerder, faut le dire. Disons les choses comme elles sont. Pour garder sa confiance. Mais voilà, c'était l'élément, savoir faire peur, face à ses peurs et à sa vulnérabilité, parce que oui, on y sera confronté au moment de l'accouchement. De se sentir vulnérable, c'est naturel.
Et c'est là que c'est fabuleux quand on est bien entouré, que ce soit d'une doula ou de son partenaire ou sa partenaire, c'est de sentir qu'on a le droit d'être vulnérable et qu'on est protégé. On est dans un cocoon, on est une louve. On est une louve et on est protégé. Et je crois que ça va enchaîner très bien sur ta question, que je soupçonne. Alors, ma question, en fait, c'est une invitation à développer, en fait, parce que évidemment, dans de nombreuses conversations, puisque Cécile, effectivement, est une amie, avant d'être devenue ma doula par évidence, je dirais. Et donc, dans ces conversations, est venue une phrase que j'adore, que d'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'il soit un jour le titre d'un livre, ma chérie. Je t'ai d'ailleurs beaucoup sollicité là-dessus. Cette phrase, alors attends, il faut pas que je l'écorche parce qu'elle est tellement belle. Que là, du coup, c'est et si, alors tu vas la corriger, mais il me semble que c'est et si on donnait naissance comme on fait l'amour. Alors là, je voudrais une explication, je voudrais un détail là-dessus parce que cette phrase, elle est très très belle et je pense qu'elle mérite vraiment que tu l'honores avec tes mots et que tu nous donnes le fond de l'explication. À toi les micros. Merci bien encore. En fait, ça m'est paru une évidence quand au cours de mes quelques interventions de doula, je disais aux femmes et aux partenaires combien c'était important justement de se sentir louve. De se sentir louve dans son intimité, respectée, ne faisant pas face à des portes battantes et à une tribu de gens qui regarderaient entre nos jambes. Et je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on a besoin d'une telle intimité? Et ça m'a paru évident. Que c'est quand on fait l'amour. Quand on fait l'amour, on a l'ensemble des éléments qu'il nous faut pour accoucher. Potentiellement, après ça dépend des conditions de chacune, des souhaits, des désirs, des fantasmes de chacune, mais potentiellement une femme se sent bien quand la lumière est légèrement tamisée, se sent bien quand des mots doux lui sont chuchotés, se sent bien quand on la caresse, se sent bien quand elle peut boire, ou manger si besoin lui venait. Elle se sent bien quand elle peut changer de position. Elle se sent bien quand elle peut dire je veux continuer comme ça ou je ne veux pas. Imaginez-vous en train de donner naissance. Est-ce qu'il n'y aurait pas tous ces éléments? Pour moi, effectivement, donner naissance, comme si l'on accouchait, pour être la vérité vers l'ensemble de la joie à venir. Une humanité heureuse. Et vous savez certainement que les femmes accouchent avec orgasme. Alors là, on pousse un peu plus loin le vice. Il y a des femmes qui diraient « Quoi ? Donner naissance ? Comme si je faisais l'amour, mais c'est sale !» Alors là, je vous invite à peut-être avoir un rapport à une question, à votre propre intimité et voir ce que vous trouvez sale. Parce que votre enfant, a priori, et je m'excuse pour les personnes qui se sentiraient offensées parce que leur situation est autre, mais a priori, un enfant vient avec amour, et a priori, il peut sortir de votre ventre avec amour. Et je pense très fortement à toutes ces femmes qui n'ont pas connu de tomber enceinte avec amour. Tout mon cœur est avec vous à l'instant. Ah, c'est trop beau. Ça me donne envie de continuer sur ton histoire de maman, puisque toi, et ça je trouve ça toujours très beau, parce que des fois on peut avoir un peu des fantasmes de se dire que les personnes qui parlent d'accouchement ou de naissance, etc., ont eu exactement la naissance ou l'accouchement qu'elles désiraient, etc. Je pense que c'est pas forcément le cas et que justement c'est ça qui est joli, c'est de réussir à naviguer avec ses propres expériences, etc. et notamment avec ses connaissances. Parce que oui, on peut avoir une intime conviction et ressentir profondément à quel point
c'est possible d'accoucher comme ça, de vivre et de proposer aux femmes, et puis d'en faire une expérience différente. Et je pense que ça permet aussi d'humaniser le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et de donner une perspective différente pour se dire que finalement, on peut toutes faire des expériences différentes et qui vont nous apprendre finalement sur le chemin. Parce que je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de faire face à ces peurs, de faire face aussi à la peur de la mort. C'est un sujet qui est extrêmement tabou en fait, à quel point déjà la mort est tabou dans notre société, la mort proche de la naissance l'est encore plus. Et pourtant, il y a cette fameuse phase de désespérance. Oui, on la connaît tous. Moi, je me rappelle que ma phase de désespérance, c'était, mais je veux la péridurale, en fait. J'ai associé la mort à la péridurale. J'étais quand même au bout de ma vie, mais ça me fait rire de penser à ça. Et pourtant, je comprends tellement ce moment où tu peux te dire, mais en fait, j'ai qu'une envie, c'est de me soulager, et c'est tellement complètement ok. Et c'est aussi en ça qu'une doula est un réel soutien, parce qu'en fait, quel que soit le chemin, quel que soit le choix, finalement, elle est là pour nous soutenir et nous dire, mais oui, tu peux. C'est-à-dire que oui, tu peux apprendre la péridurale même si c'était pas ton projet de base, parce que là t'en peux plus et t'as juste besoin en fait de répit, et t'as besoin de dormir, et il y a aucune culpabilité à avoir, et t'en es pas moins une louve, justement, comme tu disais, t'en es pas moins une bonne mère. Donc c'est ça aussi le truc, sortir un peu de ce dogme de l'accouchement qui doit être parfait, etc. Et c'est pour ça que j'ai bien envie que tu nous parles de ton propre accouchement et de comment tu l'as vécu, et de comment justement t'as réussi à naviguer dans cet accouchement pour ta fille en étant toi-même doula. Oh là là, ça vient remuer des choses, c'est incroyable cet entretien. Alors déjà, je bénis le ciel d'avoir fait mes études de doula avant d'être enceinte. J'avoue que ça m'a ouvert un monde que je ne soupçonnais pas. Donc moi, je suis une maman dont on dit que elle est tardive, alors j'espère que les mœurs évoluent un peu, mais voilà, j'ai été enceinte à 37 ans, et j'ai eu le temps de faire mes études de doula juste avant. Et qu'est-ce qu'il faut que je dise de mon accouchement? Ma petite fille est née prématurée. Alors, mon projet, c'était d'accoucher à la maison. Et quand une enfant a 37 semaines moins 5 jours, ça reste une enfant prématurée. Ce qui fait que ma sage-femme, je l'adorais, mais m'a raisonné et m'a dit, Cécile, là, il s'agit d'aller à l'hôpital. Donc bien sûr, un monde intérieur s'écroulait, puisque j'avais très envie de rester à la maison, de lui demander simplement de partir de chez moi et de faire comme si j'avais accouché tranquillement. Mais voilà, j'ai pas voulu la mettre dans une situation compliquée. Et puis je me suis raisonnée. Je me suis dit, attends, t'as fait déjà le plus gros du travail à la maison. J'étais avec cette sage-femme et le papa de ma fille. Donc je tiens à dire qu'il y a vraiment des papas qui ont vraiment ce rôle qu'il a su tenir, de présence, d'accompagnement, de soutien. Surtout si cette émission est entendue par des papas, vous avez vraiment un rôle fabuleux. Comme vous feriez l'amour à votre femme. Bon, fichez-lui un peu la paix quand même, attention. Mais si les choses se passent bien pour vous et que vous êtes dans la tendresse, dans la complicité, etc., vous avez vraiment un super rôle. Donc ça a été le cas du papa de ma fille. Et qu'est-ce que je veux ajouter là? On a dû donc aller à l'hôpital. Donc je me suis raisonnée, j'étais un peu en colère, mais je me suis dit, c'est un moindre mal, voilà. Et je suis arrivée, et l'équipe en place a vérifié mon col, chose dont je m'étais dit je voulais pas, mais voilà, encore une fois, face au protocole, on se laisse pas mal influencer. J'aurais pu m'affirmer plus et dire que je souhaitais pas qu'on vérifie où en était mon col, parce qu'après tout se passait bien dans mon corps, j'avais pas envie d'être vérifiée, mais j'ai pas renoncé à celui-ci. Je me suis dit, je suis au moins à 8. Pour les femmes qui n'ont pas encore accouché, l'idée c'est d'être à 10.
Bon, et en fait de ça, je n'étais qu'à 6. Bon, c'était déjà pas mal. Et voilà, pour vous donner un exemple de mon expérience de doula, c'est que je savais que mon corps allait bien, que mon bébé allait bien, et j'avais besoin de me déplacer, de mouvements, de ballons, de me suspendre à un drap, de bouger, de m'accroupir, de me mettre à 4 pattes. Or, je suis arrivée dans une chambre dans laquelle la sage-femme a décidé de me mettre un monitoring, vous savez tous, hein, cette espèce de ceinture complètement instable. À l'heure de la technologie, je comprends pas qu'on ait encore des trucs qui scratchent pas au ventre, enfin bref. Ça c'est là, bon. Et en l'occurrence, elle m'en a mis 2, et moi je savais que j'en avais pas besoin. Je savais que j'avais besoin de bouger, c'était ça dont j'avais besoin. Et pas quelque chose qui me bloquerait, et qui ferait que justement tout ce que j'avais prévu en termes de facilité d'accouchement soit condamné. Donc je l'ai retiré plusieurs reprises, au point que 2 blouses blanches sont venues me voir. Madame, si vous venez ici, c'est que vous avez besoin de nous. Et moi, en pleine contraction, de leur dire, en fait, non messieurs, je n'ai pas besoin de vous. Je viens ici parce que mon bébé est prématuré, mais je vais très bien. Cet aplomb-là, c'est pas une évidence. C'est parce que j'étais sachante. C'est parce que j'avais confiance. Donc bien entendu, une femme qui arriverait, qui n'a pas ces connaissances-là, pourrait se dire « Ah bah oui, bah s'ils disent qu'il faut le monitoring, je vais le mettre. » Et tout s'enchaîne. J'accepte le monitoring, j'accepte les touchés vaginaux, j'accepte d'être allongée sur le dos, j'accepte tout ça. Et ça finit en « Votre bébé est en insuffisance respiratoire. » Et pour cause, mesdames. Et pour cause. Vous vous êtes bloqué la possibilité de faire ce qui était nécessaire à votre corps et à votre bébé. Donc, j'en étais là quand il y a eu un fabuleux changement d'équipe à 6h30 du matin. Divine timing. Et là, eh bien, une sage-femme qui a vu que j'avais décroché le monitoring m'a vue à 4 pattes et m'a dit « Vous voulez pas le monitoring ?» Là, je l'ai regardée, je dis « Non ». Elle m'a dit « On va pas le mettre ». Et là, j'ai pleuré de gratitude de me rendre compte que des femmes comme celle-ci existent. Et je sais pas si j'ai le droit de vous nommer, Mathilde, mais je me souviens de ce moment. C'est un témoignage important. Mesdames les sages-femmes qui comprenaient ce qui se passe pour nous les femmes, sans répondre du protocole qu'on vous impose, et je suis vraiment désolée pour vous, que vous ayez à le subir. Mais le jour où vous vous rendrez compte de combien on a besoin de notre espace et de notre liberté, vous comprendrez le rôle des doulas et vous comprendrez que les doulas ne sont pas là pour vous faire concurrence, mais vraiment pas. On est là pour se rappeler qu'on est toutes femmes et qu'on peut toutes avoir confiance en notre corps. Voilà, je m'arrêterai là. C'est trop beau. Il y a quelque chose qui me vient quand tu parles d'aplomb. Tu dis j'ai eu l'aplomb de pouvoir répondre. En fait, souvent on peut se dire qu'on est tellement prise dans ce fameux vortex, hein, comme dit Karine, la sage-femme, ce fameux vortex de la naissance qui fait que on est pris dans déjà d'une part dans cette danse d'hormones, etc., et puis dans cet événement assez incroyable quand même qui est la naissance, et que du coup ça peut être difficile à un moment donné de revenir justement, de faire j'ai envie de dire cette espèce de dissociation entre ce qui se passe réellement et revenir dans ses connaissances et être capable de tenir un discours. Moi par exemple non, on devrait pas avoir à le faire, mais je trouve ça incroyable de réussir à le faire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que je ne sais pas dans quelle mesure j'aurais pu le faire. Alors certainement que voilà, étant comme toi, sachante, etc., j'aurais peut-être réussi, je sais pas. Mais en fait, ce fameux aplomb dont tu parles, comment est-ce que tu penses que ça vient seulement du fait que tu savais parce que tu avais fait tes études? Comment est-ce tes études de doula, j'entends, comment est-ce qu'une maman qui n'a pas fait d'études de doula, qui a des connaissances mais qui a surtout une envie profonde, peut justement faire cette dissociation et réussir à un moment donné à avoir l'aplomb de dire non, là j'ai envie de faire comme ça, est-ce que finalement voilà,
qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que finalement ça peut être aussi le rôle du papa, mine de rien, d'arriver, de dire bon, ma femme n'est pas là du papa ou de la partenaire en fait, du partenaire, peu importe, ma partenaire n'est pas en état de dire ce qui est important pour elle, mais on a fait le point avant et je sais que ça c'est important. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce côté-là? Ouais, t'as tout à fait raison. Effectivement, le rôle des papas est superbe dans ce domaine-là, parce que voilà, eux qui pour certains se sentent impuissants au moment de la naissance, cet instinct de protection et qu'ils peuvent avoir de leur partenaire est tout à fait là adapté. C'est très bien si ils se sont suffisamment consultés, lui et sa femme, pour pouvoir dire ce qui est important pour elle. Attention, il ne s'agit pas de dire des choses que la femme n'a pas formulées avant, dans leur préparation, dans leur intimité, ou voilà. Mais pour trouver l'aplomb en soi-même, en tant que femme, si on a vraiment envie d'intervenir, je pense qu'effectivement c'est animal, et que le conditionnement depuis des années d'hôpital, etc., fait que on se dit c'est le médical qui a raison, je ne dis rien. Mais pour de vrai, si vous ruez un petit peu dans les brancards, on vous fait pas suer. Donc il faut, là encore une fois, comme une pièce de théâtre, vous répétez ça peut-être un peu comme un mantra. Il ne s'agit pas qu'on m'emmerde pendant mon accouchement. Point. Vous répétez cette phrase, vous la collez sur un post-it. Ne m'emmerdez pas pendant mon accouchement. Ne me faites pas de chantage affectif. Je veux accoucher naturellement, etc. Ça, on est d'accord, c'est si vous vous sentez en confiance intrinsèque avec vous-même. Si vous commencez à douter de vous, c'est peut-être légitime. Peut-être qu'il y a une réelle peur et peut-être qu'il y a un réel truc à aller vérifier. Et je suis désolée parce que je veux pas ne pas tenir compte des femmes qui auraient espéré que tout se passe bien et ça s'est pas bien passé, etc. Et je veux aussi tenir compte de ce qui se passe pour vous, en vous. Et malheureusement, effectivement, il y a des personnes du corps médical qui interviennent au-delà de leur profession, j'ai envie de dire, et qui jouent sur ce chantage affectif et sur cette infantilisation de la maman. Je pense juste à une échographie que j'ai faite un jour, j'avais, 37 et quelques, et un monsieur d'une, j'imagine une 60aine d'années, qui est rentré dans cette salle pour l'échographie, et puis qui m'a dit « Alors mon petit ?» J'étais choquée. J'avais 37 ans, j'ai pas eu l'aplomb de lui dire « Mais monsieur, je suis pas votre petit !» Voyez ? Donc c'est simplement une histoire de conditionnement, de choses qu'on s'est autorisé à entendre, et contre lesquelles, je suis pas une féministe militante, mais des évidences en fait, je suis pas que un petit, je suis une femme qui a grandi, qui a mûri, au point même de faire l'amour, et que j'ai même un bébé dans le ventre. Donc je suis pas un petit. Et donc ça, si on est convaincu de ça, mais c'est auprès du corps médical, mais c'est auprès de votre entourage, c'est auprès de vos parents, c'est auprès c'est une histoire de confiance en soi. Et ça se travaille avec votre doula si vous voulez, avec une psy si nécessaire, mais il y a peut-être un travail pour de vrai à faire, qui vous libérerait le jour de votre accouchement. Et c'est là qu'on parle de préconception. Parfois, il y a des choses à faire avant de penser à avoir un bébé. Et parfois, des petites choses sur lesquelles on travaille libèrent l'espace et le bébé qui vous attend vient en vous quand il faut. Waouh, j'adore parce que alors là, je sens qu'on pourrait faire au moins 3 ou 4 épisodes avec tout ce qu'on a à partager. Mais cette notion est super importante, cette notion de, en fait, bon, ok, on parle d'accouchement, ok, on parle de grossesse, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue, en fait. Voilà, on a un bébé dans notre corps qu'on est en train de fabriquer. Et évidemment, ça va venir chercher des choses de l'ordre de notre lignée, de l'ordre de notre histoire, de l'ordre de, voilà, comme tu dis, de notre confiance en nous, de ce qui est important pour nous, de nos valeurs et de ce pourquoi on est prêt
mine de rien un peu à montrer les dents finalement, ou à ruer dans les brancards. Et je pense qu'effectivement tout ça, alors soit ça nous pète à la gueule un peu, je dirais, parce qu'en fait on est enceinte, on tombe enceinte et d'un coup il y a tout ce monde là qui apparaît. Moi je sais quand même que ça me l'avait un petit peu fait pour Michaela. Je sais que quand je suis tombée enceinte, d'un coup j'ai découvert un autre monde. Alors même si j'avais fait des études pour devenir sage-femme, etc., mais le fait de le vivre, je me suis rendu compte de tout ce que ça ouvrait, et notamment dans les sensations en moi, en fait, de ce que ça venait chercher, d'animal, d'intrinsèque, etc. Et oui, je partage vraiment cet avis de dire qu'il y a quelque chose en fait, on gagne un temps précieux à faire ce travail en amont, en fait. Ce travail de se dire, pourquoi est-ce que je veux un enfant? Qu'est-ce que je veux apporter à cet enfant? Quelle a été ma propre histoire? Comment est-ce que j'ai vécu avec ma mère, ma relation avec ma mère, la relation de ma mère avec sa mère, la relation des femmes dans ma lignée, comment finalement quelle est ma position aujourd'hui dans le monde, dans position dans ma famille, etc. Parce que de toute manière, bon, on parle de grossesse, d'enfantement, mais en fait après quand on a nos enfants qui sont là, qui sont nés, hein, qu'on rentre et qu'on est à la maison avec eux, bon ben finalement tout ce travail là il va de toute manière devoir être fait, parce que éduquer un enfant, alors l'accouchement, la préparation à l'accouchement, etc., tout ça prend en fait sur l'échelle d'une vie, ça prend 10 minutes, hein. Je veux dire, après il faut s'occuper de son enfant tous les jours. Je veux dire, on est d'accord que quand même c'est quand même là pour le coup on n'est pas du tout préparé, et là on n'a pas de doula, on n'a pas de blouse blanche qui rentre dans notre maison pour nous dire alors bon du coup donc voilà, on est seul avec notre enfant, avec notre partenaire s'il faut, et puis on doit éduquer ce petit être à se préparer à ce monde complètement fou. Donc de toute manière on va être obligé à un moment donné, je pense, de devoir faire ce travail, en fait, de venir chercher qu'est-ce qui est important, où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je veux transmettre et qu'est-ce que je ne veux pas transmettre, justement. Donc c'est très beau ce que tu dis, parce que ça met vraiment en lumière le fait que on parle de naissance, on parle de préparation à la naissance, mais c'est bien plus grand que ça, en fait. Ça va chercher quelque chose, c'est au-delà, en fait. Et donc, je pense que c'est aussi en ça, ce côté un petit peu spirituel de la doula, si je puis dire, un petit peu holistique, en fait, complet, global, et de l'ordre aussi d'un vrai soutien, parce que finalement, je pense que dans tout ce parcours, la doula, c'est vraiment un soutien, en fait. C'est vraiment une aide incroyable qui va aussi nous donner des ressources, et en plus elles sont toutes super passionnées, elles sont toutes des histoires incroyables, donc c'est aussi pour ça que j'adore les interviewer, en fait. Et ma deuxième interview de Doula Talk. Alors, est-ce que tu as une ressource, un livre, un film, quelque chose que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent? Voilà, dis-moi. Ouais, alors j'y réfléchis, ça aussi. Alors bon, là tout de suite tu viens de citer film, donc il y en a un que je cite dans une de mes petites vidéos là sur mon site. Un film, on reprend, un film qui s'appelle The Business of Being Born, le business de naître. Bon, ça c'est un film, je sais pas s'il faut que vous le voyez quand vous êtes enceinte ou avant. Moi je l'ai vu avant. Et j'ai fait « Ah, c'est ça !» Ok, donc j'en dirai pas plus. C'est assez confrontant, mais ça vous ouvre l'idée de l'aplomb. Ça, et non, autrement, j'ai beaucoup réfléchi à vous conseiller de lire ce fabuleux poème, finalement, sur plusieurs pages, de Frédéric Le Boyer, qui s'appelle « La naissance non violente ». Pour une naissance non violente, j'ai un petit doute sur le titre, excusez-moi, je voulais le vérifier mais j'ai pas eu l'occasion encore. Bon, c'est fabuleux, ça nous rappelle à plein de choses, donc ça. Et du coup, en pensant à Frédéric Le Boyer qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, c'était un homme donc d'une autre génération, et c'était beau de savoir qu'un homme de cette génération était investi dans la naissance. Et il y en a un autre qui est encore de ce monde, qui s'appelle Michel Audin,
qui a près de 80 quelque chose, 83 peut-être. Michel Audin, à l'origine obstétricien, qui a ouvert la clinique des Lilas dans la région parisienne, et voilà, qui a fait du travail fabuleux sur l'écoute des femmes et sur ce qui se passe en elles et de ce qu'il n'avait pas besoin d'intervenir. Donc ça, c'est bon de savoir qu'il y a des hommes d'une autre génération qui ont eu pensé autrement et qui ont fait évoluer le monde de la naissance. Donc il a plein de livres aussi. Donc Michel Audin et Frédéric Le Boyer, ça serait mes références du jour. Wow, merci beaucoup. Une dernière question pour la route. Si une personne qui nous écoute a envie de se faire d'une part masser ou accompagnée par toi, comment est-ce qu'elle fait, comment ça se passe pour entrer en contact avec Doula-Sil? Bah, c'est gentil encore de mettre ça en avant, mais voilà, moi je m'appelle sur mon site internet à www.espritdile, une île sur laquelle vous reposez, DILE, espritdile.com, et là vous trouverez mes massages, voilà mon site, mon numéro de téléphone. Si vous voulez parler doula, alors du coup avec ce numéro de téléphone vous pouvez m'appeler. Sinon je suis sur Instagram avec espritdile doula-sil, et là il y a 2-3 vidéos de moi qui vous expliquent 2-3 petites choses. Voilà, dont des choses que j'ai déjà nommées ce soir. Donc merci infiniment Mélodie de m'avoir donné l'honneur de pouvoir parler de choses qui me tiennent effectivement à cœur. Je le vois bien, là j'ai tout le cœur serré de vouloir en dire plus, et voilà, je suis très émue d'avoir eu à ressoulever tout ça. Donc merci vraiment infiniment. C'est avec joie, et puis surtout, je suis sûre que voilà, l'objectif c'est vraiment que ça parle à des mamans, et qu'il y ait des mamans, des couples qui ont envie d'ouvrir une fenêtre sur une façon différente de voir le monde de la naissance, tout l'accompagnement, etc. Et voilà, j'ai vraiment à cœur les doulas. Je pense que c'est un métier. Alors j'ai beaucoup aimé, pour finir, je vais finir là-dessus, ce que t'as dit, le métier de doula est voué à disparaître en fait, mais tellement. Finalement, en pleine émergence de ce métier, en fait, non, l'idée, ce serait que ça disparaisse, qu'on n'en ait plus réellement besoin en définitive. Bon, c'est un idéal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y en a besoin, ça c'est clair. Et heureusement qu'il y a des femmes comme toi pour pouvoir justement allumer ces nouveaux niveaux de conscience, si je puis dire, sur la façon d'envisager la naissance et l'escalade de ce Kilimanjaro. Donc, merci beaucoup pour ce très bel épisode, et on se retrouve un autre jeudi avec une nouvelle doula. Merci infiniment pour votre écoute, et une très belle journée ou soirée. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. À bientôt!